Vous vous êtes déjà demandé pourquoi vous n'avez jamais bu un bon café instantané. Je suis Julie, et chez Belleville Brûlerie, on s'est posé la question un jour dans un TGV en direction de Marseille. On en avait marre de boire du mauvais café en déplacement. Alors, on en a inventé un. Un vrai bon café soluble. Pas besoin de machine. Un café qui n'a pas le goût de flotte et que vous pourrez emmener chez vos parents et vos amis pour les fêtes. Je vous raconte toute l'histoire à la fin de cet épisode de Plan Culinaire. Bonne écoute! On est 5 dans ma famille, il y a mes parents et mes 2 frères. Et souvent on fait Noël tous ensemble. Et j'aime pas le foie gras. Et sauf que ma mère a tendance à l'oublier. Et donc du coup à chaque Noël, il y a la poêlée de foie gras en entrée et le canard fourré au foie gras en plat. Et je peux pas le manger. Du coup à chaque fois je dis mais tu sais très bien que j'aime pas le foie gras. Et elle me dit mais non, ça change tous les ans. Et après ça part en non, je te l'avais dit et toi t'as pas écouté. Et ça finit en bon mais si tu veux il y a un peu de saumon. Et voilà. Bah voilà, il y a du saumon, arrête de faire ta mauvaise tête. Avec Maureen Wilson, qui nous aide à préparer cette émission, on est allé un après-midi à la Canopée des Halles à Paris pour que les gens nous racontent leur repas de famille. On a été surprise du nombre de gens que Noël n'angoisse vraiment pas et aussi de ceux qui s'engueulent surtout à cause de la bouffe. Pourquoi ça part souvent en vrille quand on se met à table en famille? Les fêtes sont-elles le meilleur moment pour régler les problèmes? Et qu'est-ce qui fait que certains d'entre nous s'attendent à revivre le Red Wedding de Game of Thrones à chaque Noël? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre. Bienvenue dans Plan Culinaire. J'aime beaucoup ce petit générique de Noël, Mélissa. Je suis Nora Boisouni. Et je suis Mélissa Bounois. Ça fait 10 ans qu'on se connaît, toi et moi, Mélissa, et on s'est jamais engueulé à table, mais c'est sûrement parce qu'on n'est pas de la même famille. Si, c'était très bon, mais voilà, je suis toujours jalouse des autres. L'herbe est plus verte à droite. À l'heure où vous nous écoutez, si vous êtes français, vous commencez peut-être à stresser. En 2012, un sondage YouGov montrait en effet que seuls 28% des Français attendent Noël avec impatience. C'est 2 fois moins que les Britanniques et moins que les Allemands, les Finlandais, les Suédois, bref. On n'aime pas beaucoup se retrouver à Noël. Alors personnellement, j'ai toujours plutôt aimé les fêtes parce que j'adorais voir mes cousins quand j'étais petite, alors que mes parents, eux, ne supportaient pas toujours de passer 3 jours avec mes grands-parents, mais globalement, les repas se passaient plutôt bien. Je me souviens juste d'une année où quelqu'un a quitté la table, mais je saurais même plus, Nora, te dire pourquoi. Hésite. Qui dit ça? Google. De mon côté, on a toujours fêté Noël à 4, mon père, ma mère, ma sœur et moi. Et la seule fois où mes parents nous ont imposé de le faire ailleurs, chez les voisins, c'est parti en vrille dès l'apéro. C'était en 2011, en pleine campagne présidentielle, et je me suis barrée après une seule coupe de mousseux, alors que tu sais qu'en général, il m'en faut plus. En fait, c'était les propos racistes de certains invités qui n'étaient pas trop compatibles avec mes valeurs, on va dire. Mais j'avoue que chaque année, j'ai quand même une pointe d'angoisse parce que j'ai une famille très, très susceptible. J'ai raison. Merci Dolores. Même si je suis généralement contente d'y aller, ça reste de l'ordre de l'obligation familiale, contrairement au dîner entre amis. Et malgré tout, on continue d'y aller, car c'est une manière de souder la famille, de maintenir les liens. On en parlait dans l'épisode 3, Nora sur la table, les repas de famille restent un rituel important en France. Mais ça ne se passe pas toujours bien, voire ça explose carrément. Il m'a gueulé dessus, mais il a gueulé. Il m'a dit « mais t'es qu'un petit merdeux, t'es qu'un petit con ». Il commence à s'énerver. Et je me rappelle, il était juste en face de moi, il s'est levé, donc du coup, il avait son doigt qui me pointait. Et je me suis demandé à un moment donné s'il allait pas m'envoyer une baffe dans la gueule, peut-être tellement... j'ai senti que ça lui a traversé l'esprit plus d'une fois, en tout cas, de vouloir faire ça. Pour comprendre ce qui se joue à table en famille, l'histoire de Vincent, 29 ans, que vous venez d'entendre, s'est passée au réveillon 2014 et nous a semblé révélatrice. Vous allez voir comment un sujet a priori anodin concernant son mode de vie a provoqué des tensions jusqu'à dégénérer. Tout ça parce que Vincent est devenu végétarien. Donc je suis rentré dans ma famille pour voir mes parents avec ma copine quelques jours avant Noël, pour justement le fêter avec eux. Comme ils sont à Marseille, ça faisait longtemps que je les avais pas vus. Ça devait faire plus de 6 mois que je les avais pas vus. On passe à table et là on annonce en fait, quand eux nous disent qu'ils ont fait de la viande, on annonce qu'on est végétarien et du coup ma mère est choquée de ça. Elle le montre pas trop, mais je le vois sa réaction, qu'elle est surprise de ce que je viens de dire.
Eux étaient persuadés que je réduisais ma consommation de viande et en fait, ils n'avaient pas imprégné l'idée que j'étais devenu complètement végétarien. Ce qui a posé problème à ce moment-là, c'est que mes parents ont préparé un bon plat de viande. Je ne sais plus si c'était du bœuf ou du porc, mais en tout cas, ils avaient préparé un plat de viande persuadés de nous faire plaisir. Comme on voit qu'il y avait une mauvaise compréhension et que nous, on est devenus nouvellement végétariens, sur le coup, on a dit, c'est pas grave. On va manger le plat que vous avez préparé, c'est pas un souci. Mais par contre, à l'avenir, on est végétarien, donc sachez-le. Vincent temporise et achète la paix sociale en mangeant, mais la tension monte au fur et à mesure du repas, jusqu'à ce que sa mère lui reproche ouvertement son choix. Ma mère a une réaction qui était plus agressive que mon père. Pourquoi tu fais ça? Je comprends pas. Pourquoi tu es devenu végétarien? Nous, on pensait vous faire plaisir, etc. Et au final, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu une grosse conversation qui a duré pendant plus de 2 heures sur ce sujet-là. Et je sais qu'elle a commencé à me dire oui, mais c'est bizarre. Du moins, les repas qu'on va faire en famille vont plus être conviviaux, ça va plus être pareil. Là, si vous voulez, c'est très intéressant. C'est-à-dire que Vincent est devenu végétarien, mais en devenant végétarien, il va à l'encontre de l'éducation qu'il a reçue et, disons, il se différencie de sa mère. Éric Trapenier est psychologue à l'Institut de la famille. On l'a appelé pour qu'il analyse, c'est son boulot, ce qui s'est passé dans la famille de Vincent ce jour-là. Et pour vous permettre, à vous qui nous écoutez, peut-être de comprendre ce qui se passe dans la vôtre. Et donc sa mère lui dit « les repas seront plus conviviaux » parce qu'elle a le sentiment d'être rejetée par son fils. Alors que le fils, lui, il dit « c'est pas le problème du repas, le problème pour moi c'est d'être ensemble ». Donc vous voyez qu'il y a un désaccord très important entre la maman et le fils. La maman, elle dit, voilà, moi, ce que je veux, c'est que mon fils, il mange ce que je lui fais. Et le fils, il dit, maman, je continue à t'aimer, continue à venir vers toi, mais je ne veux plus manger ce que tu me fais. Donc, c'est une maman qui supporte mal la différenciation entre son fils et elle. La différenciation, en gros, c'est dire à ses parents, allez, salut. C'est devenir autonome, leur faire comprendre qu'on n'est plus dépendant d'eux. Et ça, évidemment, ça ne passe pas toujours bien. Très vite, j'ai senti que comme dans toute conversation que j'ai pu avoir avec mes parents, c'est difficile de parler d'adulte à adulte parce que comme eux ont le statut de parents et moi enfant, j'ai du mal à faire valoir mes idées qui sont en contradiction avec les leurs. Dans certaines familles, vous avez bien entendu toujours cette idée que les parents officiellement veulent que leurs enfants soient autonomes, mais dans le même temps qu'ils veulent qu'ils soient autonomes, je dirais que souvent, ils ont tendance aussi à considérer leurs enfants toujours comme des petits-enfants, comme s'ils n'avaient pas grandi, comme s'ils n'avaient pas évolué, parce que pour certains parents, le temps n'existe pas. C'est-à-dire que pour certains parents, ils voient toujours leur enfant comme un petit bébé et donc ils refusent d'accepter que le gosse qui devient lui-même un adulte, n'a pas le même avis et mène sa vie comme il l'entend. Et oui, que vous ayez 29, 37 ou 48 ans, à chaque fois que vous retrouvez vos parents, vous redevenez leur enfant, leur bébé. Et si vos choix de vie les plus inoffensifs peuvent parfois les mettre dans des états insensés, c'est probablement parce qu'ils n'ont pas accepté que vous soyez bel et bien devenu adulte. Et ça, la mère de Vincent le prend très personnellement. À travers la nourriture, c'est tout le patrimoine familial qu'elle estime remis en cause par son fils. Elle me sort d'autres arguments du style oui, mais ça va à l'encontre de l'éducation qu'on t'a donnée parce que c'est pas respectueux de pas manger de tout ce qu'on te présente quand tu vas chez les gens. Et moi, je lui dis, mais en fait, finalement, le respect, c'est simplement que moi, je respecte la personne qui me reçoit. Donc moi, j'ai le respect de devoir l'informer que je suis végétarien pour éviter qu'elle cuisine pour rien. Mais je pense que le respect, c'est aussi que la personne respecte mon point de vue, mon parti pris, et quelque chose qui ne concerne que moi. Au final, je n'empêche personne de manger de la viande. Moi, je suis pour en parler, qu'on en discute, et que finalement, on ouvre un débat là-dessus. Débat ou pas, en tant que parent, on peut facilement se sentir trahi quand sa progéniture choisit un autre chemin que le sien. Et en fait, au-delà de l'éducation, il y a vraiment une loyauté familiale, comme le chevalier qui prête allégeance à son roi. Sauf qu'en famille, cette loyauté, elle est plus contrainte que choisie. C'est-à-dire qu'en général,
quand vous avez des parents qui élèvent un enfant, ils l'élèvent du mieux qu'ils peuvent en fonction de leurs croyances profondes. Et donc, en définitive, les enfants, sans que nous nous en rendions compte, nous sommes très fréquemment loyaux à nos parents. Une loyauté, ça peut être que on mange à 7 heures, on mange pas de ceci, ou on mange pas de cela, ou on mange pas entre les repas. En fait, c'est une forme d'éducation que nous recevons. Et quand en plus, c'est un élément extérieur qui vient remettre en question cette éducation, dans le cas de Vincent, c'est en couple qu'il est devenu végétarien, ça passe d'autant plus pour une trahison auprès des parents. La maman va se dire, c'est pas comme ça que je l'ai élevé, c'est pas comme ça qu'on a fait ceci, et donc ça va mettre l'accent sur les loyautés invisibles que les parents attendent des enfants, que les enfants vivent comme aliénantes, et donc en montrant qu'ils ont adopté une autre façon de se nourrir, une autre façon de s'alimenter, eh bien, je veux dire qu'ils se libèrent de la culture aliénante d'où ils viennent, et ça peut poser beaucoup de problèmes dans les familles d'origine. Cette loyauté aliénante et invisible, comme l'explique Éric Trapenier, Vincent l'a bien perçue ce soir-là. Il a beau tenter d'engager la conversation avec sa mère, elle reste inflexible et va jusqu'à sortir à la phrase qui tue. Le vieux dossier, la réplique qui rend dingue. À un moment donné, ma maman sent qu'elle a plus trop d'arguments et que moi j'ai plutôt, je vais pas dire réponse à tout, mais j'étais nouvellement végétarien. Donc du coup, je maîtrisais un peu mon sujet parce qu'il y avait des raisons qui me poussaient, qui m'ont poussé à le devenir. Quand je lui expose tout ça, ma mère n'a plus trop d'arguments. Et là, elle m'a sorti une phrase qui m'a un peu blessé parce qu'elle m'a dit « Et voilà, t'as raison, t'as toujours raison, t'es têtu ». Et ça m'a fait un peu mal parce que c'est un sujet comment dire, quelque chose qui m'a suivi depuis que je suis petit. Et là, je sentais que c'était vraiment une attaque. Ce qui m'a fait bizarre, c'est que je lui ai demandé, je lui ai dit maman, est-ce que tu peux arrêter de m'attaquer là-dessus parce que j'ai pas envie qu'on parte là-dessus. Et ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, elle a répété cette phrase coup sur coup. Et voilà, on parlait tout à l'heure de cette double identité avec laquelle il faut composer dans les repas de famille, celle de l'adulte qu'on est devenu et de l'enfant qu'on a été. Et avec une phrase du genre « t'as toujours été comme ci, t'as toujours été comme ça », on est en plein dans la régression. Oui, et surtout quand la mère de Vincent lui reproche d'avoir toujours été têtue, d'une part, elle règle un vieux contentieux, donc forcément ça fait mal, d'autant qu'elle lui répète depuis toujours. Et ensuite, ça revient à lui dire que son végétarisme relève davantage du caprice puéril que du choix d'adulte éclairé. En gros, qu'il est incapable d'être adulte à son tour. Dans un système familial, chaque individu qui compose le collectif, il est garant de l'identité de ce groupe et de son histoire. Donc, celui ou celle qui refuse cette espèce de mission d'autoconservation, c'est un traître. Ce qu'on voit apparaître, c'est que lui, il est devenu végétarien apparemment par rapport à des convictions personnelles. Sa mère lui répond « tu es têtu ». Ça veut dire qu'elle croit que lui, il veut avoir le dernier mot et elle n'accepte pas l'idée qu'il puisse être différent d'elle. C'est un exemple intéressant qui montre comment un système, en tout cas le système familial d'origine de Vincent, est rigide. Tellement rigide que pour éviter une énième dispute à table, quand arrive le dîner de Noël, Vincent fait tout pour ne pas énerver ses parents. Lorsqu'arrive le repas de Noël, moi et ma copine, on a plutôt fait profil bas par rapport au fait qu'on soit devenu végétarien. Donc en fait, on n'a pas vraiment dit qu'on était végétarien, on a juste fait en sorte de manger certains plats en prétextant qu'on avait assez mangé, parce que du coup, comme les repas sont toujours copieux, en fait, finalement, ça peut très bien s'y prêter en disant non, mais j'ai pas très faim, et on a plutôt misé là-dessus. Donc là, on n'a pas mangé de viande. Donc si on récapitule, Vincent a essayé de discuter la veille, et comme ça n'a pas marché, il a tenté la technique de l'autruche. Ça me rappelle un peu comment j'évitais la langue de bœuf à la cantine quand j'étais petite. Parfois, il y a des non-dits, et en plus, c'est pas des non-dits d'1 an ou 2, tu vois, c'est des non-dits de 10 ans, et ça crée des tensions inutiles, sous-jacentes, pas forcément visibles, mais qui peuvent péter à un moment où tu t'y attends pas, et tu fais « Attends, mais voilà, je comprends pas ». En posant la question aux gens dans la rue, au début, on nous disait « Non, mais il n'y a pas de problème dans ma famille, tout va bien ». Mais très vite, en creusant un peu, on nous a parlé de non-dits, de conflits non résolus et de règlements de compte. Alors, dans ma famille, on a trouvé la solution pour arrêter de s'engueuler. Enfin, on n'a rien trouvé du tout, hein. Elle s'est imposée à nous. Enfin, il s'est imposé à nous, c'est le mec de ma sœur.
Lui, il fête Noël avec sa mère le 25, et comme chez nous, c'est le 24, ça fait 3 ans qu'il a l'insigne honneur d'être le 5e convive. Depuis qu'il vient, chaque micro-tension est vraiment tuée dans l'œuf par sa présence, parce qu'on va quand même pas se foutre sur la gueule devant une personne tierce. Mais c'est pas non plus super sain, parce qu'on se retient vachement de se dire les choses pour ne pas le gêner. Moi, depuis 2 ans, j'ai une nouvelle belle famille et comme je suis la nouvelle arrivée, je suis celle qui s'incruste, comme ton beau-frère, Nora, je vais fêter Noël chez eux en pensant à être sympa, à être agréable. Je fais vraiment beaucoup plus attention que quand je suis chez mes parents, où je peux être complètement moi-même et m'étaler dans le canapé quand j'ai fini de manger. Revenons à notre cas d'école. Vincent pensait que la VG dispute était derrière lui. Et non, quelques mois plus tard, au printemps, elle lui revient en pleine face. La conversation qui a été la plus violente pour moi a été une conversation à laquelle je ne m'attendais pas du tout, parce qu'on était simplement, à ce moment-là, on est à table avec mes parents. Il y avait juste moi, ma mère, mon père, et il y avait ma cousine et son mari qui étaient à table. Mes parents savent que je suis végétarien, ils le savent depuis quelques temps, puisque là, du coup, on est pendant le printemps. Et c'est mon cousin, donc du coup, le mari de ma cousine, qui en vient à me poser la première question et qui vient me dire « Mais pourquoi tu es végétarien ?» Personnellement, moi, je sais que la souffrance animale ne me laisse pas indifférent. Donc, je sais que ça, c'est une des raisons qui fait que j'ai eu envie de devenir végétarien. Mais c'est aussi par rapport, justement, à l'industrie de la viande, par rapport à toutes les croyances qu'on a derrière, par rapport à la santé, on s'imagine. À ce moment-là, Vincent est le seul végétarien à table. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il ne s'attendait pas à ce que sa réponse sincère allait déclencher. Moi, ce qui m'a vraiment vexé, c'est que même quand je répondais à mon père, je voyais, il levait les yeux au ciel en l'air de dire « Non mais qu'est-ce que c'est comme connerie que tu me racontes ?» Et voilà, donc ça a commencé à m'agacer. Et par rapport à la conversation, le ton a monté petit à petit. Ce qui a déchiré la conversation, c'est que j'ai fait l'erreur. Quand je voyais ce que me répondait ma mère, je voyais qu'elle me contredisait tout le temps. Et surtout, j'avais l'impression qu'il y avait une retenue, qu'elle disait pas vraiment les choses, elle tournait autour du pot, mais voilà. Et du coup, je lui ai dit « Mais maman, dis-moi clairement ce que tu penses, dis-moi ce que tu penses de moi. » Alors, quand on pose une question pareille, en général, on connaît déjà la réponse, et spoiler, ça risque de pas beaucoup nous plaire. Là, ma mère me répond « Je pense que tu fais une connerie et que ce que tu fais, c'est anormal. » Et genre, comme moi, je lui avais posé la question « Dis-moi clairement ce que tu penses de moi sans retenue », moi, j'ai fait l'erreur, et c'était dans tout le contexte de la conversation, j'ai fait une erreur, c'est que je me suis senti libre, à tort, de leur dire une pensée qui m'a traversé l'esprit et qui est sortie naturellement. Et je leur ai dit texto, moi, je pense que vous êtes des connards. Alors là, clairement, ça a été la goutte d'eau et le père de Vincent, qui n'avait pas pris la parole jusque-là, a enfin réagi. J'ai l'impression que j'ai lâché une bombe quelque part et mon père s'est levé, il a tiré sa chaise en arrière, il s'est levé vers moi et a commencé à me faire son regard, que j'ai l'impression que j'avais 5 ans de nouveau, à me faire un regard, parce que c'est vraiment son regard qu'il faisait quand on dépassait les bornes. Il m'a gueulé dessus, mais il a gueulé, il m'a dit « Mais t'es qu'un petit merdeux, t'es qu'un petit con », il commence à s'énerver. Et je me rappelle, il était juste en face de moi, il s'est levé, donc du coup, il avait son doigt qui me pointait et je me suis demandé à un moment donné s'il allait pas m'envoyer une baffe dans la gueule, peut-être tellement, je pense, exacerbé par ce qui venait de se passer, il est monté. Ah oui, c'est un peu violent, d'autant plus que ses cousins n'ont pas osé intervenir pour désamorcer la dispute avant qu'elle prenne des proportions démesurées. Pourtant, quand on s'écharpe en famille, un médiateur, ça peut sauver la mise. C'est ce que nous explique le psychologue Saïd Belagdar. Le risque, c'est que 2 groupes s'affrontent, comme lorsqu'on est seul avec quelqu'un. Et là, c'est ce que certains appellent l'escalade en miroir. Hein. C'est-à-dire les gens donnent un avis et l'autre dit « oui, mais il y a ça » et ainsi de suite. Donc, en miroir, ils sont en escalade dans la dispute. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de tiers. Même si c'est un groupe, en réalité, on voit qu'il n'y a plus de tiers. Ou la grand-mère qui dit « bon, calmez-vous », enfin oui, ou alors quelqu'un qui prend ça avec humour, il y a le médiateur, il y a des rôles très différents dans une famille qui s'instaurent. Hein. Mais quand ça ne marche pas, c'est là où ça peut clasher. Vincent s'est ensuite excusé et il a parlé avec sa mère et ses cousins jusqu'à 2h du matin pour essayer de comprendre ce qui venait de se passer et leur expliquer son choix.
À ce stade, pour l'apaiser, il dit à sa mère qu'elle n'est pas obligée de le comprendre pour l'aimer. Et je sais que c'est vraiment ce qui est venu calmer la discussion et la conversation, parce qu'au final, ça a amené un peu une conclusion sur le fait que, même si on ne se comprend pas au jour d'aujourd'hui, qu'on partage peut-être pas les mêmes valeurs ou qu'on n'y prête pas la même attention, au final, l'important, c'est qu'on s'aime, et c'est ça qu'il faut qu'on garde, en fait. Il ne faudrait pas qu'on se déchire par rapport à ça. Et oui, Pascal Obispo avait raison, comme d'habitude. L'important, c'est d'aimer. Mais pourquoi certains, comme les parents de Vincent, préfèrent-ils se concentrer sur les différences plutôt que sur ce qui les unit à leurs enfants ? D'abord, un groupe est composé d'individus qui se distinguent les uns des autres. Et dans un groupe, très très souvent, ce qui ne va pas ressort immédiatement. C'est-à-dire, on met entre guillemets nos parties mauvaises dans le groupe. On a besoin d'abord de recracher entre guillemets ce qui ne va pas, et se distinguer, parce qu'on perd, et ça se passe très rapidement. Dès que les gens se mettent en groupe, ils perdent un peu leur repère psychique. Ça se passe en quelques secondes. Et quand on est perdu, on a besoin de réaffirmer qui on est. Mais parfois, on en fait trop pour se différencier jusqu'à l'engueulade. C'est ce que Sigmund Freud appelle le narcissisme des petites différences. En fait, c'est une notion qu'il a conceptualisée en observant comment des groupes pourtant proches, culturellement et ou géographiquement, peuvent se haïr. Les Anglais avec les Écossais, les Espagnols avec les Portugais, etc. En gros, c'est parce que plus on est proche d'un groupe, plus on est sensible et sévère vis-à-vis de ce qui nous différencie. Et on en vient alors, par narcissisme, à survaloriser l'identité collective au détriment de l'individu. En fait, on survalorise ce qui nous différencie, donc en bien ou en mal. La personne humaine est beaucoup plus à la fois forte et fragile, et a souvent besoin de se situer par rapport aux autres, à ce qu'on lui renvoie et à ce qu'est l'autre. Les gens ont besoin de se différencier par rapport à l'autre pour être sûrs et certains de ce qu'ils peuvent être et se conforter dans leur propre identité, en gros. Alors ça peut aboutir à des conflits. Pas étonnant donc que les parents de Vincent, ou peut-être les vôtres, soient si agressifs quand vous faites un choix individuel qui vous différencie du groupe. Ils se sentent perdus, même quand une seule personne décide de ne plus manger de viande. Et là, quand quelqu'un ne veut plus manger de viande ou tel plat, c'est perçu effectivement comme hétérogène au groupe, et il y a quelque chose qui ne va plus. C'est-à-dire que le groupe fonctionne un peu comme un corps, et quelqu'un n'est plus là, ça ne va plus. Finalement, il ne trouble pas l'ordre public, il n'a pas assassiné quelqu'un, il n'y a pas mort d'homme. C'est ça qui est important, c'est de voir qu'il y a une différence. Mais c'est vrai que ça remet en question le groupe. Mais le groupe familial toujours, il peut survivre. Et le groupe survit entre autres parce qu'on continue à aller au repas de famille, même quand on sait que ça va finir en pugilat. On essaie de garder les bons souvenirs à Noël. C'est mieux parce que ça sert à rien de penser aux mauvais souvenirs, à tout ce que les gens ils ont fait de pas bien ou de moins bien, tout ça, alors que c'est Noël, c'est pour se rapprocher en famille et pour renouer les liens peut-être qu'on aurait perdus dans l'année. Parmi les gens qui ont bien voulu nous répondre au hall, plusieurs nous ont raconté que c'était vraiment important pour eux d'essayer justement d'éviter les conflits et de renforcer les liens familiaux. La table, c'est un des rares endroits où on se retrouve quand on a quitté le nid, et c'est là où se construisent l'histoire et la mémoire de la famille. Mais cette commensalité qu'on évoquait dans l'épisode 3, Nora, donc le fait de se mettre à table pour être ensemble, a du bon comme du mauvais. Le repas de famille dont on parlait tout à l'heure, c'est une commémoration, un repas. C'est-à-dire, on le fait dans la famille, on ne va pas chez McDo, on le fait ensemble. C'est aussi l'occasion de choses qui montent à la surface, qui n'ont pas été, qui ne se sont pas bien déroulées, des propos qui ont été mal compris ou qui ont été durs à certains moments et sur lesquels on est parvenu parce qu'aussi le repas, ce type de repas, ces rencontres familiales, sont aussi l'occasion de remettre ça à plat. À la fois de se resituer dans une filiation, dans un groupe, dans une fidélité, dans une alliance. En fait, ce qui est compliqué, c'est que le repas de famille, c'est vraiment une mise en scène de soi, un peu comme une pièce de théâtre où chacun a un rôle précis. Et si on s'en détache, c'est toute la pièce qui s'effondre. Sauf que dans la vie, on joue plusieurs rôles et ces rôles-là, ils évoluent avec le temps. Et refuser carrément de participer à cette commémoration, ce rituel, ça revient à s'extraire du groupe en le rejetant, donc à le trahir. Vous devenez celui ou celle qui casse le mythe de l'unité familiale, comme Vincent avec son végétarisme.
Bon, si on refuse, il y a plusieurs façons de refuser. Si vous refusez, que vous dites « je suis malade, je ne peux pas venir », c'est pas grave. Vous ne réveillez pas les rancœurs de quiconque. Mais si vous dites « voilà, je refuse de venir parce qu'il s'y passe rien », vous rendez explicite un mythe familial que vous rejetez finalement. Et en général, ce qui se passe, c'est que si vous refusez le rite, vous êtes rejeté vous-même de la famille. Bon, malgré la dureté des mots échangés, Vincent continue de fêter Noël avec sa famille. Et ça, c'est même plutôt bien terminé, cette histoire. Maintenant, je sais que quand je descends dans le sud et que je vais les voir, je sais qu'elle prend le temps de m'acheter des petits steaks végé avec des petits machins en me disant « Oh tiens, regarde, je t'ai acheté un petit truc, machin, j'espère que ça fait plaisir. » Félicitations Vincent, tu viens peut-être de créer un nouveau chapitre du roman familial et ça fait très très plaisir au psychologue Éric Trapenier. C'est parfait. Ça veut dire que, si vous voulez, c'est une situation de crise qui a permis, je dirais, de faire émerger de nouveaux possibles. Ça, c'est très très intéressant. C'est-à-dire que, et c'est la raison pour laquelle je crois que ce que vous appelez des disputes, ça permet aussi, dans certains cas et dans beaucoup de cas, d'avoir des réconciliations. Alors, on s'est dit qu'après avoir analysé les disputes de Vincent avec sa famille, on allait demander conseil à une médiatrice familiale pour éviter de s'envoyer la bûche à la figure le 24 décembre. Elle s'appelle Béatrice Trélahin. Elle nous a donné quelques astuces. Je crois que le plus important, c'est de garder la relation, de l'entretenir un petit peu. Mais il ne faut pas avoir peur du conflit non plus. Parce que le conflit, c'est la vie. Du conflit peuvent sortir des tas de choses positives. Attends, mais moi je croyais que c'était le gras, la vie. Bon, apparemment, le conflit aussi. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour éviter un conflit, le désamorcer ou bien le résoudre, Mélissa ? D'abord, une chose à garder en tête, on ne peut pas changer les gens. Surtout pas vos parents. Ensuite, on peut s'appeler avant pour prendre la température et régler certaines choses qui ont besoin de l'être. Aussi, il faut prendre le temps de l'introspection et essayer de se détendre en mettant de côté les rancœurs et en pensant aux bons moments qu'on passera, les cadeaux, le repas, etc. Ce qui est important, juste un peu avant le moment de la fête, c'est de prendre soin de soi. Donc vraiment de respirer, de se poser la question quels sont ses besoins. Ou avant d'aller à ce repas, moi j'ai besoin de prendre une super douche, je vais un peu me concentrer sur moi, respirer, afin d'être... comme ça, je me sentirai peut-être plus détendue en y allant. Et si vous êtes nombreux autour de la table, ça ne concerne pas que les mariages, attention au plan de table. Ça peut être important d'éviter le face-à-face entre deux personnes qui sont en tension potentielle. Peut-être les placer sur le même côté, mais pas à côté. Bon, mais si on n'a pas réussi à éviter le conflit, qu'est-ce qu'on fait ? Béatrice a 2 méthodes. D'abord, la diversion. Par exemple, qui veut du vin ? Ou j'ai une histoire à vous raconter. Bon, ça marche pas à tous les coups du tout. Ou bien, en dehors de la diversion, on peut constater ce qui se passe. Donc, on peut peut-être dire « Ouh, là, vous n'êtes ou nous ne sommes, si je suis prise dans le conflit. » Donc, je peux dire « Nous ne sommes pas d'accord là sur ce sujet. Je sens que le ton va monter. » Alors, que faisons-nous ? On continue ou on change de sujet ? Alors moi, clairement, je suis plus escalade que diversion, donc faudra pas compter sur moi pour demander si quelqu'un reveut du vin. Au pire, c'est moi qui finis la bouteille. Et si vous êtes comme moi, peut-être que la 3e option vous conviendra mieux. Alors, une fois que la dispute a éclaté, on peut proposer aux belligérants de sortir de la pièce. Donc ça, c'est pas très fair-play, mais ça peut être un peu une méthode. Ah ouais, carrément, ils sortent. Les belligérants, comme elles les appellent, continueront à se disputer dans la cuisine, mais au moins, vous mangerez vos Saint-Jacques tranquilles. Vous ne pouvez pas comprendre, vous n'êtes pas son père. Quel bonheur de partager ce festin en famille. Harold, Shrek, Fiona, Maman. Bon,
mettons que ça ait vraiment pété sévère, comme Vincent qui traite ses parents de connards et son père qui lui dit que c'est un merdeux. La solution pour s'en sortir, c'est d'exprimer ce qu'on ressent, même si c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Ça peut être d'aller voir la personne qui a été la plus énervée ou la plus affectée et discuter avec cette personne et puis comprendre qu'est-ce qu'elle ressent et puis lui faire comprendre qu'il existe d'autres points de vue que le sien. On peut aussi exprimer ses émotions suite à cette dispute. Donc les émotions principales, je rappelle, c'est la tristesse, la peur, la colère, la joie, la honte. Donc je peux exprimer ma tristesse, par exemple, et puis demander aux autres qu'est-ce que tu as ressenti avec ce qui vient de se passer là, en veillant, en faisant très attention à ne pas prendre parti pour ni l'un des belligérants ni l'autre. Et si c'est la même dispute tous les ans, il faut faire appel à un médiateur comme Béatrice Trélain pour trouver des solutions de manière durable. Parce que, de toute façon, les repas de famille, c'est pas du tout le meilleur moment pour régler les problèmes. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'en fait dans toutes les familles c'est compliqué, c'est ça qui est génial. Donc oui, il y a forcément des engueulades, maintenant je m'en souviens pas forcément parce que moi je passe outre. Si on ne peut pas passer outre, on s'engueule parce que le conflit, c'est la vie. Mais c'est à consommer avec modération, comme l'alcool qui, on le sait, facilite les disputes à table. Et souvent, oui, on regrette ce qu'on a pu dire avec une coupette en trop. Maintenant que vous savez tout ce qui se joue autour d'un repas de famille et qu'on vous a donné des astuces pour survivre et entretenir le mythe familial, il ne vous reste plus beaucoup d'excuses pour continuer à vous engueuler à Noël. C'était le 6e épisode de Plan Culinaire. Dites-nous si chez vous, à Noël, c'est plutôt guerre civile ou trêve annuelle, via Instagram, Facebook et Twitter, @planculinaire et @misspress, @norabz. Vous pouvez écouter Plan Culinaire sur iTunes, SoundCloud, YouTube, Google Podcast et toutes vos applications de podcast préférées. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des remarques et plein d'étoiles. Plan Culinaire est un podcast produit par Louis Média, réalisé par Jean-Baptiste Aubonnet et Léa Chevrier. La musique est de Jean Thévenin. Merci à Maureen Wilson pour son aide à la production, sur les interviews, le montage et les recherches. Merci enfin à Fréquence Mistral Manosque qui nous a permis d'enregistrer l'interview de Béatrice Trélain. Allez, joyeuses fêtes et rendez-vous le mois prochain. À très vite. Tu veux pas dire joyeuses fêtes du coup? Joyeuses fêtes, ok. Joyeuses fêtes et rendez-vous le mois prochain. Ok, vas-y. On commence. Joyeuses fêtes. On a crié là, non? Ouais. Joyeuses fêtes. Rendez-vous le mois prochain. Joyeuses fêtes. Je vais vous raconter la genèse du café qui va sauver les matins chez vos parents pendant les fêtes. En novembre 2017, toute l'équipe Belleville Brûlerie est dans un TGV vers Marseille. On a 5 heures de trajet. C'est ce jour-là que l'idée d'un bon café instantané a émergé. David demande à Thomas « Tu peux me passer le thermos de café, s'il te plaît ?» Là, il y a eu un gros silence qui s'est transformé en malaise. Il était impossible qu'on fasse encore un week-end d'équipe sans un bon café. Nous nous sommes souvent posé la question « Comment boire du café de qualité en toutes circonstances ?» Se balader avec tout le matériel en plein milieu de la montagne n'est pas l'idéal. Après de nombreuses recherches dans le secteur, nous avons pu sortir les premières tasses de ce café instantané quelques mois plus tard. Ces tests, on les a même fait déguster à l'équipe qui n'a pas pu distinguer le café soluble instantané de nos assemblages maison. Aujourd'hui, nous sommes donc fiers de présenter le premier café instantané français qui peut être utilisé en voyage, lors d'une longue réunion, d'une sortie à vélo ou d'un repas de famille interminable. Pour que vous puissiez tester, on vous a fait un code spécial pour Plan Culinaire. Rendez-vous sur notre site cafébelleville.com et entrez le code Plan Culinaire tout attaché. On vous offre 20% sur votre commande. Vous verrez, c'est doux, délicat et c'est vraiment surprenant pour du café soluble. Un peu d'eau chaude, un sachet de Belleville instantané, c'est tout ce qu'il vous faut pour boire un café aux arômes incroyables. Où vous voulez, quand vous voulez.